Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Parlons RH qui va parler des nouveaux défis de l'engagement collaborateur. On va évoquer les tendances, les enjeux et surtout les solutions. Et pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Duc Lecac. Bonjour Duc. Duc Lecac qui est directeur HCM France chez Talentia. Alors, juste avant de laisser Duc se présenter et puis vous présenter Talentia, quelques mots sur le webinaire et le sommaire et les modalités du webinaire. Donc, comme tout le webinaire Parlons RH, celui-ci durera 45 minutes et il sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on posera un peu le sujet, on donnera du contexte, on donnera définition de l'engagement collaborateur. Dans un second temps, on donnera des chiffres clés pour comprendre l'importance de l'engagement collaborateur aujourd'hui. Et enfin, la troisième partie, on verra les champs d'application, c'est-à-dire les solutions qu'on peut mettre en place pour engager les collaborateurs. Chacune de ces 3 parties sera suivie de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Et comme tous les webinaires Parlons RH, celui-ci se veut interactif, donc n'hésitez pas à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter et puis échanger entre vous pendant toute la durée du webinaire. En revanche, si vous avez des questions particulières à poser à Duc, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, tout en bas de l'écran. Puisqu'on viendra piocher les questions au fur et à mesure dans cette boîte-là. Voilà, j'ai fait le tour pour les modalités. Donc, sans plus attendre, Duc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, qui vous êtes, et puis aussi nous présenter Talentia? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Duc Lecac, j'ai le plaisir d'accompagner les équipes de commercialisation, de promotion et d'intégration et de support du groupe Talentia sur les solutions et autour des solutions HCM, donc Human Capital Management ou RH si vous préférez, qui couvre toutes les réalités de corps RH, de formation, de performance, de gestion des talents, etc. Alors moi je suis pour ma part ravi d'être là parce que on a un thème passionnant devant nous qui est l'engagement collaborateur et je pense que c'est un point essentiel de la stratégie RH sur lequel j'aimerais en tout cas pour ma part partager des points de vue, des retours d'expérience, à la fois en tant qu'éditeur de solutions RH, bien entendu au nom de Talentia, mais aussi sur les échanges ou les retours que nous ferons nos clients et moi-même en tant que manager et collaborateur, partager avec vous des retours sur mes expériences d'engagement, d'onboarding, etc. que j'ai pu vivre dans mes différentes expériences. Alors, je vous propose peut-être de commencer rapidement sur Talentia. C'est un groupe qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Nous comptons 3000 clients sur 2 pôles principaux d'expertise, sur tout ce qui est finance, comptabilité et consolidation. Donc, nous avons une offre qui s'appelle CPM et un deuxième pôle d'expertise qui est tout ce qui est autour du SIRH. Donc, d'un côté, le payroll et de l'autre côté, et que je représente, la partie HCM. Nous sommes une PME d'à peu près 450 personnes, mais donc français, mais avec une implantation internationale. On a de mémoire 6 implantations, notamment en Italie, nord du Sud, Portugal, Espagne, Suisse, Angleterre, etc. Voilà pour ce qui concerne la société. Ce que je vous propose, c'est peut-être de rentrer sur le sujet, la thématique du jour, qui est l'engagement collaborateur. Moi, je voulais juste vous dire que j'avais 2 passions. La première, c'est l'ARH. Je trouve que mettre l'homme au centre de l'univers, c'est toujours quelque chose qui m'a parlé. Et le deuxième aspect, ma deuxième passion, c'est le karaté. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? C'est pas pour me bosser, bien entendu. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont assez intéressantes, dont l'humilité, dont l'engagement justement, qui sont liées directement à nos thématiques d'aujourd'hui et probablement au monde du travail et son implication dans l'entreprise. Voilà, donc on tentera d'utiliser ces 2 passions pour ce séminaire. Merci beaucoup. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez évoqué les 3000 clients. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur la taille des entreprises que vous accompagnez, la typologie d'entreprise? Oui, absolument.
au même titre que ce que nous sommes nous-mêmes, hein, une PMI de 450 personnes, nos clients sont essentiellement des entreprises qu'on qualifierait de moyennes entreprises. Pour ce qui concerne le HCM, par exemple, si on prend le critère de l'effectif, 80%, je crois, de nos clients se situent entre 500 et 5000 personnes. Voilà, donc on va dire les moyennes et grosses entreprises françaises et internationales. Merci beaucoup. Alors, si on a fini sur la présentation, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit précédemment en expliquant un petit peu le sommaire dans cette première partie, on va poser un peu de contexte et surtout essayer de définir l'engagement des collaborateurs. Qu'est-ce que c'est? Puisque c'est un enjeu crucial aujourd'hui pour toutes les entreprises. Donc, Duc, je vous laisse la parole. Comment est-ce que vous définiriez l'engagement collaborateur? Oui, alors je ne vais pas rentrer dans un cours sur l'engagement. Je pense que vous le connaissez, vous le vivez par ailleurs. Pour moi, s'il devait être résumé, il y a deux aspects qui pour moi, vraiment caractérisent l'engagement collaborateur, c'est le lien. Le lien entre l'entreprise et ses employés, ses collaborateurs, au-delà du lien contractuel ou en tout cas légal qui existe, c'est le lien d'implication, c'est le niveau d'engagement que peut avoir, ou de désengagement d'ailleurs, on le verra, qui unissent et avec une dimension contributive. Qu'est-ce que j'amène à l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle attend de moi, bien entendu. Donc c'est ce lien. Et ensuite, il y a un deuxième paramètre qui me paraît définir l'engagement collaborateur, c'est l'intensité. Alors on peut évidemment mettre ça sur une échelle de 1 à 10, ça se fait d'ailleurs, on en parlera encore une fois tout à l'heure, mais c'est la qualité finalement, derrière le mot intensité, de cette relation. Donc on a un lien avec l'entreprise, on contribue à cette entreprise, et inversement. Et puis, on a une intensité. Donc, voilà, il y a des gens qui sont, on verra, plus ou moins engagés dans l'entreprise et donc une capacité de contribution qui est différente et qui, vous le verrez tout à l'heure, ont des impacts très concrets, très rationnels. Alors, ce qui est intéressant dans la définition de l'engagement collaborateur, c'est que c'est une notion vraiment pas facile à mesurer, hein, c'est pas du binaire 0 ou 1, c'est quelque chose de polymorphe. C'est-à-dire qu'on mêle à la fois des aspects chiffrés, quantifiés ou quantifiables en tout cas, et en même temps on parle d'être humain, d'implication, d'engagement, et c'est ça qui rend ce sujet aussi compliqué. C'est presque un art, l'engagement collaborateur, et donc on va tenter de comprendre quels sont les impacts, et puis bien entendu essayer de trouver, partager quelques pistes qu'on a pu voir à droite à gauche dans le monde du travail pour travailler sur cet engagement collaborateur. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis double sens? Alors à deux titres, je m'aperçois, et j'espère que vous me le confirmerez, on met souvent sur le dos de l'entreprise cette responsabilité de l'engagement collaborateur. À mon sens, le collaborateur lui-même a aussi sa responsabilité d'engagement, ça part de lui. Et donc, tout partenariat, collaboration, voire couple, voilà, il faut qu'il y ait un double sens, et donc ce sens doit exister. En parlant de sens, on met souvent également beaucoup de pression ou de responsabilité sur les managers ou le top management sur la quête de sens, hein, qui est un des aspects sous-jacents de l'engagement collaborateur. Et cette quête de sens, elle doit encore une fois être bilatérale, c'est-à-dire que l'entreprise doit donner du sens, mais pas uniquement ou exclusivement l'entreprise. Je pense que le collaborateur lui-même doit travailler sur le sens de son entreprise, de sa mission, de sa contribution, etc. Et j'en profite pour introduire une notion que vous connaissez certainement, qui s'appelle l'ikigai. Alors c'est japonais, c'est un concept, une notion qui pourrait se résumer à la raison d'être. Ikigai est égal à raison d'être pour simplifier un peu. Et c'est justement de trouver l'intersection entre mes talents en tant que collaborateur, ce que j'aime faire, ce pourquoi le monde a besoin en termes de contribution, et puis ce qui peut éventuellement être rémunérateur. Alors rémunérateur, ça ne veut pas forcément dire
un salaire ou des primes, ça peut être rémunérateur au sens rewarding du terme, comme le disent les Anglais. Donc l'ikigai, c'est un outil qui permet de donner du sens et de chercher le sens de sa mission. Et ici, on le place dans un contexte purement professionnel. C'est à quoi je sers, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est dans les talents que je possède ou que je peux développer, etc. Donc ikigai, c'est un outil qui permet de travailler sur le sens, me semble-t-il. Merci beaucoup, Duc. Alors, on va faire une petite pause pour prendre des questions s'il y en a. Donc, si vous avez des questions sur ce que Duc vient de dire, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions. En attendant, peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur ce que vous venez de dire, sur le double sens entre chacun a sa part de responsabilité et l'entreprise et le collaborateur. Et vous avez évoqué l'ikigai. Est-ce que justement, faire ce travail-là d'ikigai, c'est prendre sa responsabilité dans l'engagement? Oui, je pense que c'est un outil que j'ai vu utiliser, pas souvent pour être très franc, parce que c'est un outil qui vient de loin, d'Okinawa pour être tout à fait précis. Et je trouve que c'est un support intéressant pour poser un cadre à sa quête de sens. Souvent, parmi les raisons ou les causes, en tout cas, de désengagement, on retrouve souvent l'expression de perte de sens chez les collaborateurs ou même chez le management. Et je trouve que c'est un outil qu'on peut utiliser de manière très simple, qui est assez abordable, sans non plus trop de réflexion, et ce qui nous permet de nous guider sur le chemin du est-ce que ce que je fais correspond à mes talents, à ce que j'ai envie de faire, et correspond à ce que l'entreprise a besoin. Donc ça permet de poser au moins le sujet. Merci beaucoup. Bon, eh bien, il semblerait qu'on n'ait pas de... Ah, on a une question. Qui est le principal acteur de cet engagement? J'aimerais avoir plus d'informations sur le double sens. C'est une question de Malik. Oui, merci pour votre question. Ce qu'on voit souvent dans la littérature, parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de séminaires sur l'engagement collaborateur, et on s'aperçoit que l'engagement collaborateur est souvent porté par l'entreprise, son management, le manager de proximité, etc. Et je pense que l'acteur du côté de l'entreprise, oui, c'est le DRH, ou la DRH au sens direction des ressources humaines, qui doit fixer un cadre, qui est un cadre à la fois holistique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une vision d'ensemble, mettre en place les processus, et surtout communiquer sur les valeurs ou l'état d'esprit de cet engagement. Donc une fois que ce cadre est posé, il y a un deuxième acteur qui me paraît essentiel, dont je parlerai tout à l'heure, c'est le collaborateur et son manager de proximité, justement, qui est l'acteur quotidien de cet engagement. Donc voilà, du côté de l'entreprise, à la fois la DRH, au sens direction des ressources humaines, et le manager de proximité sont deux acteurs importants, me semble-t-il, sur cette notion de double sens. Merci Duc pour votre réponse. Merci également Malik pour votre question. Donc comme on n'a pas d'autres questions pour le moment, je vous propose de passer à la deuxième partie. Pourquoi est-ce important? Donc je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de vous présenter un maximum de chiffres clés pour vraiment comprendre l'impact de l'engagement sur l'entreprise, sur sa productivité, etc. Donc oui, on va essayer de se faire peur. Donc, vous voyez les premiers indicateurs qui sont issus notamment des études dont vous voyez la source. 13% des collaborateurs en Europe se sentent engagés au sens dont on a essayé de donner une définition juste avant. Alors, en France, pour donner quelques références, on descend à moins de 8% de collaborateurs engagés. Et une autre référence géographique, aux États-Unis, on parle de 34% à peu près de collaborateurs qui se sentent engagés. Donc, les chiffres sont un peu alarmants, mais essayons de comprendre ce qu'il y a derrière. J'aimerais beaucoup avoir votre retour justement chez vous, dans votre entreprise, sur ces chiffres ou en tout cas ces grandes masses. Est-ce que vous avez plus de collaborateurs selon vous désengagés ou engagés? Et est-ce que vous avez surtout pu mesurer ça, ou en tout cas engager des initiatives pour le faire? Deuxième aspect en termes de référence, c'est qu'on voit que les entreprises qui ont un niveau d'engagement élevé ont une productivité supérieure, vous voyez, 21%. Et par ailleurs, donc ça c'est la partie visible de l'iceberg, je pense, c'est la notion de productivité pour les collaborateurs. Et il y a une autre étude sur le taux de rétention
qui est supérieur à 18% pour les entreprises engagées. Donc on voit bien que l'engagement collaborateur ou le désengagement par rapport aux 13% a des impacts très concrets sur la performance, sur l'économie de l'entreprise, et c'est ce que je vous propose de voir juste après. Tout de suite. Tout de suite même. Donc si on regarde les métriques un peu de tout ça, on a voilà, la partie visible de l'iceberg, c'est vraiment les 18% de productivité, mais derrière on peut probablement décliner cet impact sur la performance de l'entreprise, sur la qualité des produits ou des services qui sont rendus par les entreprises. Et une statistique montrait que une entreprise engagée avait 41% de moins de défauts produits. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, il y a aussi la notion de relation client, qui est aussi sous le chapeau de la performance de l'entreprise, qui est bien meilleure lorsque le collaborateur est engagé et qu'il y a justement ce niveau d'implication ou de prise d'initiative par les collaborateurs au sein de l'entreprise. Et on parle d'un chiffre de 10% de plus en termes de qualité de la relation client. Donc on voit bien que une bonne qualité d'engagement a des impacts très concrets sur la performance générale avec les trois sous-indicateurs dont on vient de parler. Ensuite, il y a des impacts économiques. Alors, je ne vais pas citer les chiffres, mais on cite une étude qui montre un niveau de profitabilité supérieur. Mais il y a aussi une notion qui est à mon sens, importante. C'est le coût du recrutement. Un recrutement qui est un échec. Le salarié part au bout de les 45 premiers jours. Il y a des chiffres aussi terribles à ce sujet-là. Il y a un coût. Et ce coût, on l'estime, dépendant évidemment du poste, de l'industrie dans laquelle on se trouve, entre 30 000 et 150 000 euros. Donc, il y a un vrai impact économique en cas de non-rétention, finalement, de quelqu'un qu'on a engagé, qu'un collaborateur qui a commencé, etc. Et on regardera justement quelles sont les pistes pour essayer de juguler cet impact économique lié à l'engagement collaborateur. Et enfin, le dernier qui est difficilement mesurable, quoique, il y a aujourd'hui un critère qui se développe beaucoup en entreprise, qui s'appelle le NPS, ou INPS, donc le Employee Net Promoter Score, qui permet de mesurer d'une manière un peu cartésienne le niveau de satisfaction, et on voit bien que le niveau de perception de la qualité de vie au travail, mais également l'équilibre temps de travail, temps personnel, sont des aspects qui sont impactés par cet engagement collaborateur. Donc il n'y a pas que des aspects économiques, chiffrés ou rationnels, il y a aussi une notion de motivation personnelle et d'implication du collaborateur. Oui, et un aspect plus humain, puisque c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est ce qui fait la richesse de cette notion d'engagement, effectivement. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais revenir, avant de prendre les questions de l'audience, je vois qu'il y en a beaucoup, merci. Sur certains chiffres que vous avez évoqués, c'est vrai que le taux d'engagement en France, notamment, il est très bas. Vous avez dit alarmant, et c'est un peu le cas. Comment est-ce qu'on l'explique pour vous, quelles sont les raisons, les principales causes du désengagement des collaborateurs? Oui, merci pour cette question, elle est intéressante. Alors, de mon point de vue, encore une fois, je pense qu'il y a deux principales raisons. La première raison est contextuelle, c'est-à-dire spécifique à l'entreprise ou à l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, notamment liée à la culture de l'entreprise, dont j'aimerais reparler tout à l'heure, et la manière dont l'entreprise crée, au travers de sa communication, l'adhésion des collaborateurs autour d'un plan stratégique. Donc, chez Talentia, nous avons un plan stratégique qui est décliné depuis le plus haut niveau et qui est descendu au fur et à mesure des étages, des BU et jusqu'au dernier salarié. Et il y a un programme de communication autour de ça pour que les gens s'inscrivent dans le plan stratégique de l'entreprise, par exemple. Donc ça, c'est des mesures importantes. Ensuite, je pense que la deuxième raison, en tout cas
contextuel à l'entreprise, c'est cette lisibilité ou ce manque de sens de la stratégie. Alors, combien d'entreprises ont un plan stratégique? Certainement beaucoup, vous me le direz. Combien communiquent et communiquent de manière régulière sur l'avancement de ce plan stratégique? Voilà, ça c'est les questions. Ensuite, la deuxième catégorie de raisons qui pourrait être, selon moi, la source du désengagement, ce sont des raisons structurelles, presque sociétales. Quel est le rapport que nous avons aujourd'hui en 2024 avec le travail et le monde de l'entreprise? J'ai presque envie d'être un peu provocateur sur l'aspect générationnel également. J'avais eu le plaisir de participer à des séminaires sur la génération X et la génération Y, donc sans tomber un peu dans les clichés, malgré tout, je pense que les valeurs se sont inversées entre générations. Je ne parle même pas de la génération Z, et on voit bien que le rapport au travail est différent et repensé différemment. Donc l'entreprise doit repenser, je pense, cette origine, cette source, même si elle est structurelle et presque sociétale, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Alors, on va faire une nouvelle pause pour prendre des questions. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans la boîte à questions. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous invite, si vous le souhaitez, à voter pour les questions qui vous intéressent le plus, celles qu'elles voulaient absolument une réponse. Vous pouvez voter dans la boîte à questions en cliquant sur le côté, le petit carré avec un chiffre et la petite flèche. Et comme ça nous aidera à voir un petit peu vraiment vos points, vos doutes, vos interrogations et à prendre les questions que vous préférez. Alors, on a beaucoup de questions. Donc, on a une première question de Cécile. Bonjour. Selon vous, quelle est la meilleure façon de mesurer l'engagement des collaborateurs? Après, il y a quand même des questions, j'ai l'impression, on va répondre dans la troisième partie. Donc, il ne faudrait pas... Suivant quels critères évalue-t-on le degré d'engagement? C'est une question qui plaît beaucoup puisqu'il y a 6 votes. 6 votes sur le... 6 votes. D'accord. Alors, après, il n'y a pas de cadre, je dirais, formel sur le degré d'engagement, on va dire standard ou partagé par toutes les entreprises. Pour ce qui me concerne, j'ai vu certaines entreprises mesurer uniquement sur le NPS, par exemple, l'Employee Net Promoter Score, qui est déjà un outil ou un critère en tout cas, et sur le fait est-ce que le collaborateur est en mesure ou souhaite recommander son entreprise, par exemple. Ça, c'est un critère déjà de satisfaction. Ensuite, sans dévoiler la prochaine partie, qui sont un peu les solutions, l'aspect feedback, ça c'est un critère important, me semble-t-il, de l'engagement collaborateur, parce qu'on s'aperçoit souvent, en tout cas ce que j'ai pu voir dans le monde de l'entreprise, c'est que beaucoup d'entreprises font des surveys et ont assez peu de retours finalement. Et donc ça c'est déjà un critère de mesure, je pense, sur voilà, déjà le degré le niveau de réponse et de participation, hein, c'est comme le jour des élections. Est-ce que le taux d'abstention est élevé? C'est déjà un signe en soi, je pense. Donc voilà, il y a effectivement plein de critères sur lesquels évaluer le degré. Ce que j'ai pu voir marcher, c'est de mettre des choses relativement simples en route, lisibles. Les surveys sont un bon élément. Je pense que sur l'aspect économique, notamment sur la productivité, ça c'est un critère aussi, je pense, de mesure. Donc voilà, il y a une cartographie qui est assez riche et ma préconisation, c'est vraiment d'essayer d'utiliser les plus simples, les plus lisibles possibles pour engager le collaborateur dans la réponse et dans l'interaction. Merci beaucoup. Et merci également à Daniel pour votre question. Alors, une autre question qui plaît beaucoup, c'est quelle méthode utiliser en tant que RH pour démontrer que l'engagement collaborateur impacte directement la performance de l'entreprise au sein la performance de l'entreprise. Alors, j'essaie de lire la question, désolé. Je peux répéter. Quelle méthode utiliser en tant que RH pour démontrer que l'engagement collaborateur impacte directement la performance de l'entreprise? Ouais. Alors, encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Tout dépend un peu de votre contexte, de votre industrie, aussi de votre culture d'entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est
les méthodes, elles peuvent être, encore une fois, variées et elles doivent être adaptées. Il y a un sujet qui est important, me semble-t-il, c'est ce que j'appelle moi l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, c'est justement ce parcours d'intégration d'un candidat qui devient en day one le collaborateur de l'entreprise dans un service donné, voilà, avec sa compétence et son talent. Et après, l'accompagnement également de ce collaborateur tout au long de la vie. C'est-à-dire que l'onboarding, le fameux onboarding dont tout le monde parle, il ne s'arrête pas 1 mois ou 2 mois après l'arrivée du collaborateur, l'arrivée physique. C'est toute la vie donc c'est vraiment tout ce cycle-là qu'il faut considérer. Et sur ce chemin, vous avez des jalons qui sont la gestion des talents, on parlera tout à l'heure, la formation, comment est-ce qu'on donne de la visibilité sur comment est-ce que je peux faire grandir un collaborateur au sein de l'entreprise. Donc voilà, c'est ce type de choses qui font partie de ce chemin de rétention finalement et de satisfaction du collaborateur au bénéfice de l'entreprise et de sa productivité et de tous les impacts dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup, Duc, et merci pour vos questions. Il y a d'autres questions qu'on n'a pas encore traitées, mais je vous propose de passer à la 3e partie, puisque la plupart des questions, les réponses à ces questions se trouvent très certainement dans la 3e partie, et puis si on reviendra sur les questions juste après, si on n'a pas pu répondre dans cette partie aux questions de la boîte à questions. Donc, dans cette partie, on va voir les champs d'application, donc les solutions qu'on peut mettre en place. Concrètement, comment est-ce qu'on engage les collaborateurs? Ouais. Alors, tout d'abord, je pense que c'est important de dire que là, je limite volontairement cette partie sur les outils, les pratiques en tout cas pour engager le collaborateur autour de principalement 3 thèmes. Le premier, c'est l'expérience collaborateur. Le deuxième, c'est la culture d'entreprise et la manière dont on le véhicule. Et quand on parle de culture d'entreprise, on parle aussi de communication. Et je me suis permis de mettre communication au pluriel. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plusieurs communications, il y a plusieurs manières de communiquer. Et encore une fois, il y a ce fameux double sens dont on parlait tout à l'heure. Il y a la communication bottom-up et top-down qui doivent exister pour partager des projets, des avis, générer de la participation des collaborateurs au sein du projet corporate de l'entreprise. On parlera peut-être de RSE tout à l'heure, qui est un véhicule fantastique à mon avis d'engagement collaborateur. Et le dernier pilier ou famille sur lesquels on peut optimiser cet engagement collaborateur, c'est le rôle du manager de proximité. Quels sont les outils qui sont à sa disposition? Quelles sont les idées pratiques pour améliorer cet engagement collaborateur? Donc, je vous propose de passer en revue simplement ces 3 aspects: l'expérience collaborateur, la culture d'entreprise et sa communication, et le manager de proximité. Et on peut commencer tout de suite avec l'expérience collaborateur. Donc l'expérience collaborateur, je trouve que c'est un thème assez central finalement dont on parle beaucoup, mais je m'interroge vraiment sur sa mise en application pratique au sein des entreprises. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives finalement parsemées, dépendant de l'entreprise encore une fois. On parle de rapport d'étonnement, de remise du matériel. Je pense que l'expérience collaborateur, elle doit se réfléchir comme un parcours complet. Ça, c'est le premier aspect. Ça veut dire que c'est pas juste les 2 premiers mois ou les 6 premiers mois de l'arrivée du collaborateur. Et le deuxième aspect, c'est la personnalisation de ce parcours collaborateur. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui de ne pas faire ce qu'on appelait à l'époque du mass marketing, c'est-à-dire qu'on ne peut pas adresser le même message à l'ensemble des collaborateurs dans ce parcours. On doit les adresser quasiment individuellement, donc du micro-marketing quasiment. On a un client, par exemple, qui a défini des parcours d'intégration spécifiques à plusieurs populations différentes. Vous avez un cadre administratif ou pas. Voilà, donc ils ont créé à la fois des portails, des parcours qui sont différents parce qu'ils considèrent qu'il faut avoir un message personnalisé. Et je pense que l'aspect personnalisation est relativement intéressant. Et les outils qui sont associés,
C'est typiquement ce qu'on voit dans des solutions comme la nôtre chez Talentia, c'est de pouvoir mettre en place des portails avec des informations qui sont poussées vers le collaborateur en fonction de cette catégorisation que l'entreprise aura décidé. Le chatbot également est un outil d'expérience et d'interaction avec le collaborateur. La gestion des talents, à savoir comment est-ce qu'on définit la cartographie des talents de l'entreprise et de ses compétences, de quelles compétences et talents on aura besoin demain, par exemple, et comment est-ce qu'on fait la jointure entre les deux, c'est-à-dire amener une partie de la population à évoluer dans son parcours personnel vers les nouvelles expertises et compétences que le groupe ou l'entreprise aura définies pour les prochaines 5-10 prochaines années. Et donc, voilà, vous avez plein d'outils aujourd'hui autour de l'expérience collaborateur qui permettent de tracer un vrai parcours complet. Super. 2 petites questions sur l'expérience collaborateur avant de passer à la culture d'entreprise. La première, vous l'avez évoqué tout à l'heure pendant les questions, vous avez dit que l'expérience collaborateur, elle commence même avant l'arrivée. Donc, ma question, c'est quand est-ce que commence l'expérience collaborateur et quand est-ce qu'elle se termine, puisque en fait, c'est lié aussi. Bien sûr. Oui, alors quand je parlais de parcours complet, alors il y a des menus complets et un peu moins complets, on va dire. Entrée, dessert, plat. On a vu chez certains de nos clients des entreprises qui considèrent que le parcours collaborateur, l'engagement, le dialogue, les échanges d'informations commencent le day one de son arrivée. Et d'autres qui ont considéré que le parcours collaborateur commençait bien avant. C'est ce qu'on appelle dans nos solutions le pré-boarding. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver, vous êtes en phase de candidat, vous êtes peut-être candidat shortlisté. Et à partir de ce moment-là, on sait pousser déjà des informations vers le collaborateur sur la culture d'entreprise, sur un certain nombre, par exemple, de documents administratifs préparatoires au Day One et à l'intégration, à l'arrivée physique du collaborateur. Et là, on parle de productivité administrative RH, par exemple. Mais on a quelques expériences de clients qui ont mis en place des outils de portail, notamment, et de pré-boarding pour, avant le Day One, commencer à avoir cette interaction à double sens, encore une fois, la culture d'entreprise, les articles qui vous intéressent, les thématiques, et en retour, le collaborateur qui commence à charger des données, qui commence à poser des questions. Et finalement, le parcours collaborateur, il peut tout à fait commencer avant même qu'on ait commencé sa première journée. Et puis tout à l'heure, vous parliez d'outils. Oui. On pourrait aussi se poser la question, comment est-ce que les nouvelles technologies, l'IA, dont on parle beaucoup en ce moment, comment est-ce qu'elles vont impacter l'expérience collaborateur et l'engagement? Oui. Alors, par exemple, le processus de recrutement, prenons cet exemple-là, je pense qu'aujourd'hui, les technologies telles que celles de Talentia permettent d'intégrer de l'IA pour optimiser la mise en adéquation entre des emplois, des postes à pourvoir et les profils des candidats au travers de capacités de scanning, finalement, des compétences issues du CV, voire même des entretiens. Et donc, l'IA va avoir un rôle crucial et ce sera l'objet probablement, j'espère, d'un prochain échange ensemble sur l'apport de l'IA, en tout cas l'IA générative en l'occurrence, au sein des entreprises. Ensuite, vous avez l'IA au service également du manager. La capacité d'aller prendre la température de ce qu'on appelle le mood, l'ambiance de votre équipe au travers de l'IA. C'est ce que nous avons développé. Au travers de notre chatbot Théo, le manager peut, par exemple, sonder l'équipe et poser la question: quelle est l'ambiance de mon équipe? Et le système va aller chercher des informations dans la base de données pour fournir des réponses et surtout des recommandations et des suggestions d'action. Donc l'IA a un rôle, je pense, dès aujourd'hui, mais aussi de manière dans les prochains mois, puisque ce sujet avance extrêmement vite en termes de valeur ajoutée pour les collaborateurs, l'entreprise et les managers qui pourront utiliser cette technologie sous-jacente. Merci beaucoup. Et donc, ça, c'était pour l'expérience collaborateur. Maintenant, pour la culture d'entreprise, pourquoi est-ce que c'est important et puis comment est-ce qu'on la travaille? Oui, parce que finalement, le collaborateur fait partie d'un groupe. Et ce groupe, il a sa culture historique, issue de rachats, issue de fusions,
et de l'histoire même intrinsèque de l'entreprise. Donc pour moi, enfin, c'est vraiment un pilier de l'engagement et de ce sentiment d'appartenance qu'il faut savoir créer. Donc je parlais tout à l'heure du plan stratégique. Je suis étonné de voir le nombre d'entreprises qui finalement communiquent assez peu sur leur plan stratégique, qui sont suivis et récoltent assez peu de feedback sur l'avancement et comment intégrer et donner ce sens d'appartenance du collaborateur et de participation à ce plan stratégique. Donc je pense qu'il faut voilà, cette notion de valeur et la manière dont on le communique est extrêmement importante. Donc encore une fois, double sens, l'entreprise vers les collaborateurs, mais je pense qu'il est absolument essentiel dans cet aspect de communication de récolter les feedbacks de manière régulière et puis permettre cet échange et en même temps étendre ce sujet de plan stratégique, de culture, parce qu'il y a un feedback qui doit être nécessaire entre l'entreprise et de collaboration entre l'entreprise et ses collaborateurs. Donc, je parlais tout à l'heure d'IA. Là aussi, encore une fois, il y a des outils qui commencent à fleurir sur le marché qui permettent justement de véhiculer cette culture d'entreprise, mais aussi de récolter les feedbacks dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pas forcément une enquête traditionnelle comme on pourrait faire. Aujourd'hui, on est capable, par exemple, de générer automatiquement un questionnaire. Je prends un exemple. Je voudrais avoir le sentiment de l'ensemble des salariés sur le télétravail. Donc, il me suffit de taper télétravail, génère-moi un questionnaire en 5 questions et le système va générer automatiquement, merci à l'IA générative, une proposition que vous pouvez changer, bien entendu, et lancer ça. Voilà, c'est un gain de temps incroyable et c'est justement l'activation de cette fameuse culture du feedback dont je parlais, liée à la diffusion de la culture d'entreprise. Ok, merci. Et enfin, troisième pilier de l'engagement, c'est le management. Alors déjà, je voudrais rendre hommage aux managers de proximité. C'est un métier voilà, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est situé finalement entre le top management et le collaborateur. Il est le rouage, le lien, et le lien au quotidien. Donc il a, pour moi, j'appelle ça le traducteur, en fait, le DeepL de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il doit tenter de simplifier, expliquer, donner du sens à la stratégie de l'entreprise et à son plan stratégique, et de le faire exécuter au niveau de ses équipes. Et ça, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Avec de plus en plus, on s'aperçoit dans les études de responsabilité sur le dos des managers de proximité. Donc voilà, je voulais rendre hommage à tous ceux d'entre vous qui ont des équipes et qui doivent naviguer et faire le lien entre ces deux mondes. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi le manager de proximité comme un pilier de l'engagement? Parce que au quotidien, c'est lui qui va travailler sur la qualité du travail, l'intégration au sein de l'équipe, qui va développer cette culture du feedback du terrain, travailler sur les aspects de rémunération, bien entendu, les aspects de reconnaissance qui font partie de ces fameux critères sur lesquels on peut travailler autour de l'engagement collaborateur, et surtout cette fameuse lisibilité de la stratégie et sa conversion sur le terrain quotidien de vos projets qui sont menés par vos équipes. Donc le manager de proximité, pour moi, est un rôle essentiel, au même titre que le DRH qui doit fixer le cadre du jeu, le terrain de jeu. Le manager de proximité est vraiment une impulsion majeure sur l'engagement collaborateur. Merci beaucoup. Et on dit souvent que quand un collaborateur quitte son entreprise, il quitte son manager. C'est une phrase qu'on entend un petit peu à droite à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, j'ai lu pas mal de chiffres, d'études là-dessus. Il paraît que, alors je laisse ça sous votre appréciation, 50% des collaborateurs quittent leur entreprise à cause de leur manager. Donc ça me fait un peu froid dans le dos et ça me rappelle à mon sens des responsabilités, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de manière tout à fait transparente? Je pense que les questions sont anonymes, les remarques, donc n'hésitez pas. Oui, le manager de proximité, je pense qu'il y a une forme de
distance plus ou moins importante avec le top management, le comité exécutif, dépendant de la taille évidemment de votre entreprise. Mais ce dont on s'aperçoit c'est qu'aujourd'hui, les attentes des collaborateurs, c'est vraiment d'avoir un niveau de management qui soit le plus flat possible. Et le manager de proximité fait partie de cette gradation qui permet de rapprocher finalement le top du bottom. Et il a vraiment un rôle extrêmement important dans ce contexte de communication, d'interchange et surtout ce rôle au quotidien. Et bravo encore une fois à tous nos managers de proximité présents avec nous aujourd'hui, dont je fais partie d'ailleurs. Alors, on va prendre les questions. Il y a beaucoup de questions, donc je vais essayer d'en regrouper certaines pour vraiment pouvoir évoquer tous les sujets. Dans un premier temps, je propose de commencer avec un sujet qu'on n'a pas réellement évoqué pour l'instant pendant le webinaire. Comment est-ce qu'on favorise l'engagement avec le travail en remote, le télétravail, le travail hybride? Ça complique un petit peu les choses. Donc, comment est-ce qu'on fait? Merci pour cette question, elle est vraiment super intéressante. Je vais prendre l'exemple de Talentia. On est dans le secteur informatique, comme vous l'avez compris. Le télétravail, après la période du Covid, a rebattu les cartes de manière tout à fait claire. Ensuite, on a tenté, il y a un mouvement de faire revenir, vous l'avez vu dans les exemples, je crois c'est chez Google ou Microsoft, où on essaye de faire, ou X, essaye de faire revenir. Et c'est là où le rôle du manager de proximité a du sens, au-delà du cadre légal ou imposé par la RH. Je pense qu'il faut avoir cette intelligence quotidienne du terrain, du manager de proximité, pour avoir une certaine souplesse, en tout cas c'est comme ça que nous le voyons, sur cet équilibre entre le télétravail, le présentiel, même s'il y a des tentatives multiples de faire revenir les collaborateurs. Je pense qu'il faut qu'on reste, c'est un peu dans ma culture, de rester dans un chemin du milieu, de trouver les bonnes solutions en fonction des personnes, parce que chaque personne a des contextes différents. Nous, on est assez souple là-dessus, en tout cas moi personnellement avec mes équipes. On a des engagements, une certaine loyauté, et ce sont les fondamentaux pour avoir cet équilibre du temps de travail entre le présentiel et le télétravail. Mais c'est presque un thème en soi que j'aimerais bien aborder un jour aussi. Parce que... Il y a beaucoup de thèmes à aborder. Merci beaucoup et merci également pour la question qui était très pertinente. J'ai vu passer aussi dans la boîte à questions plusieurs questions en lien avec les KPI. Est-ce qu'il y a des indicateurs clés à suivre pour mesurer l'engagement? Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est l'aspect productivité, impact sur la qualité de la relation client, c'est le taux de rétention. Ça, ce sont les principaux, on veut dire. Après, il y en a bien d'autres. On a parlé aussi de qualité de services rendus, de produits, de défauts produits, par exemple. Est-ce qu'on sait mesurer les défauts produits pendant un parcours collaborateur, l'impact que ça peut avoir, négatif ou positif. Donc, il y a plein de critères aujourd'hui, je pense, sur ces aspects-là. Et après, il y a une initiative qui me paraît importante aussi, qui est assez à la mode, si vous me permettez l'expression, c'est le RSE, qui est un outil fantastique pour justement engager les collaborateurs dans une collaboration, justement, et un échange d'initiatives avec l'entreprise, avec des chantiers qui sont des chantiers, dépendants encore une fois, de votre industrie, de votre groupe, essentiel. Est-ce que l'égalité homme-femme est un sujet? Pour certaines entreprises, ça l'est un peu moins, malgré les directives européennes. Mais ce sont des sujets qui sont porteurs de communautés d'idées et d'actions qu'on peut déployer derrière. Ok, merci beaucoup. Et puis, on a aussi une question de Manuela qui commente, qui dit que pour engager, il faut s'assurer de la satisfaction. Donc, il y a plusieurs leviers. Puis c'est très lié avec la culture de l'entreprise, rémunération équitable, formation, prise de décision, politique RSE. On parlait de la RSE aussi. Quels autres éléments, selon vous, peuvent être pris en compte pour créer un environnement propice à l'engagement? J'ai presque envie de vous dire merci pour la question et la réponse, parce que vous avez à peu près tout dit. Effectivement, la satisfaction
au travers de l'ENPS dont on a parlé tout à l'heure, est un outil intéressant, simple à mettre en place. Après, tout ce qui est politique de rémunération est également un outil. On voit dans les études, en tout cas sur le terrain, que la rémunération est pas forcément parmi les critères les plus importants dans les choix qui sont faits, même si ça reste un critère important. L'ambiance de travail, c'est également quelque chose qu'on peut mesurer aujourd'hui. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de l'apport de l'IA là-dessus, capable de mesurer le mood analysis ou le sentimental analysis qu'on peut lancer au travers de l'IA, qui ouvrent de nouveaux champs finalement de feedback, parce que on parle bien de ça, hein, de feedback et de mesure. Et l'IA peut apporter vraiment des nouveaux champs d'investigation intéressants. Merci beaucoup. Une toute dernière question avant de conclure le webinaire. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des outils qui pouvaient aider à l'expérience collaborateur, mais la clé de l'engagement, est-ce que c'est plutôt l'humain? Est-ce que c'est définitivement à la fois des processus mis en place par la RH. C'est définitivement des outils. On a parlé du chatbot, par exemple. C'est pas nouveau comme histoire, le chatbot, mais aujourd'hui, avec l'apport de l'intelligence artificielle générative, je pense qu'on saute à l'étage supérieur en termes de conversation intelligente avec le collaborateur et ce contact permanent et immédiat que le collaborateur aujourd'hui attend de son entreprise quand il pose une question et qu'il a une préoccupation. Après, il y a aussi, vous avez raison, le troisième dispositif, c'est l'état d'esprit. Et encore une fois, la DRH, au sens direction des ressources humaines, doit le plus possible donner un état d'esprit au-delà des workflows, des processus qu'elle serait amenée à mettre en place et le cadre de travail. C'est d'insuffler un état d'esprit qui doit descendre jusqu'au manager de proximité. Et encore une fois, dans un couple, dans un partenariat, dans une collaboration, l'état d'esprit, pour moi, c'est aussi important que le reste, finalement. Merci beaucoup. Le webinaire touche à sa fin. Juste avant de se quitter, deux petites questions encore. Les questions traditionnelles des webinaires par le RH, le coup de com' et le coup de cœur. On peut commencer par le coup de com' si ça vous va. Oui, nous avions chez Talentia élaboré un livre blanc que je vous suggère qui concerne particulièrement le parcours collaborateur au sein de la stratégie RH. N'hésitez pas à cliquer et à télécharger. Le lien va apparaître ou apparaît déjà dans le chat. Et le coup de cœur? Alors, le coup de cœur, vous avez, pour ceux qui étaient là au début, j'ai dit que ma deuxième passion dans la vie, c'était le karaté japonais en l'occurrence. Donc voilà, on a parlé de l'ikigai. Il y a une autre terminologie que j'aimerais partager avec vous, liée à l'engagement collaborateur, c'est le Shingitai, qui est un peu le cœur des arts martiaux de manière générale japonais, qui est l'unité ou la tentative désespérée que nous avons, nous pratiquants, d'essayer de fédérer l'esprit, le corps et la technique. Voilà. Bon. Voilà, je dis une tentative désespérée parce que c'est un long chemin pour y parvenir. Et particulièrement la première partie du mot, Shingitai. Le Shin, c'est le cœur en japonais, donc ce qu'on appelle le kokoro, et l'intention, voilà, le désir. Et je pense que je terminerai là-dessus pour faire un lien avec l'engagement. Je pense que c'est l'état d'esprit, c'est ce désir-là, ou pas, qu'il faut travailler à mon sens. Et voilà, le karaté m'a apporté un peu ce début de réponse pour ma part. Et c'est un très beau lien avec le monde du travail actuel. Merci beaucoup, Duc, pour votre présence avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre participation, votre engagement, pour rester dans le thème pendant toute la durée du webinaire. C'est toujours un plaisir. Et pour ma part, je vous dis à bientôt en septembre d'ailleurs, puisque l'été arrive. Bonnes vacances à tous en tout cas. Et bonnes vacances à tous. Bon après-midi, au revoir.